Selon des documents confidentiels, Berlin veut tirer parti de ce changement de stratégie. Les diplomates allemands à Tokyo ont pour instruction de préparer le terrain à une alliance militaire avec le Japon. Hitler prépare l'assaut contre la France et l'Angleterre et veut pousser le Japon à attaquer les colonies britanniques en Extrême-Orient. Mais le Japon, qui s'est perdu dans la guerre contre la Chine, refuse de s'engager dans cette voie. Furieux, Hitler réagit en négociant avec l'Union soviétique le pacte de non-agression. Aux yeux des Japonais, c'est une trahison. Le Japon avait toujours espéré que l'Allemagne mènerait à ses côtés une guerre contre l'Union soviétique. Mais le pacte de non-agression germano-soviétique a changé la donne. Il a rendu caduc le pacte anti-Comintern de 1936, à supposer qu'il eût encore une valeur en droit international, car l'ennemi n'était plus l'Union soviétique. C'est aussi la raison pour laquelle le Japon a signé un pacte de neutralité avec l'URSS en 1941. Dès lors, la guerre a pris un autre tournant que celui prévu au départ par les stratèges. Pour stopper l'avancée des troupes japonaises en Asie, les États-Unis résilient leur accord commercial avec le Japon et cessent par là même de l'approvisionner en pétrole. En Europe, la Wehrmacht envahit la Pologne en septembre 1939. C'est la première phase du conflit mondial. À ce moment, le Japon opte pour la raison et décide de nouer une alliance avec l'Allemagne victorieuse. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, dépêche à Tokyo un envoyé spécial du nom de Stammer pour dialoguer avec son homologue japonais Yosuke Matsuoka. Pendant les négociations, Zorg, nommé récemment attaché de presse par l'ambassadeur Hoth, est en contact étroit avec Stammer. Bien avant la signature du pacte tripartite en septembre 1940, Staline est donc informé que le Japon a rejoint l'axe Rome-Berlin. Cette alliance militaire est conclue pour contrer l'Angleterre et dissuader les États-Unis d'entrer en guerre. L'espionnage est un travail qui met les nerfs à rude épreuve. Victime d'un infarctus, l'opérateur radio Max Clausen n'est plus en mesure de poursuivre sa mission. Certains messages importants ne seront pas transmis. Zorg, quant à lui, demande à être relevé de ses fonctions après 11 ans de bons et loyaux services. Il y a pas mal d'agents qui ont craqué après avoir travaillé pendant des années pour l'autre camp. Je pense notamment aux 5 de Cambridge, dont certains sont devenus alcooliques parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer la pression. Les espions marchent sur la corde raide. Ils doivent en permanence faire attention à ce qu'ils disent et à qui ils le disent. Ils passent leur temps à dissimuler des choses, même à leurs proches. À la longue, beaucoup ne le supportent plus. La demande de Zorg tombe mal. Fin 1940, le réseau d'espionnage joue en effet un rôle décisif. Le 18 décembre, Hitler signe la directive 21, nom de code Opération Barbarossa, qui prévoit l'invasion de l'Union soviétique. 10 jours plus tard, Zorg envoie au Kremlin le premier message de mise en garde. Les Allemands ont déployé 80 divisions à ses frontières orientales, y compris celle avec la Roumanie. L'Allemagne est en mesure d'occuper des territoires de l'URSS sur la ligne Kharkiv, Moscou, Leningrad. Signé Ramsay. Entre-temps, von Ribbentrop a changé de stratégie. Il recherche l'appui du Japon non plus pour contrer l'Angleterre, mais pour prendre en tenaille l'Union soviétique en Extrême-Orient. C'est alors qu'un ordre de Moscou arrive à Tokyo. Le réseau est chargé de fournir un rapport détaillé sur le déploiement des troupes japonaises, incluant le nombre de divisions, leur position et le nom de leur commandant. Une mission sans difficulté pour Zorg et ses confrères japonais. Le 12 mars 1941, le ministre japonais des Affaires étrangères, Matsuoka, part pour Berlin, Rome et Moscou. À la surprise de l'Allemagne, il signe un traité de neutralité avec l'Union soviétique. Staline semble convaincu de la solidité du pacte germano-soviétique et reste persuadé que les troupes japonaises vont avancer vers le sud. Début mai 1941,
Zorg soutire à un envoyé spécial de nouvelles informations essentielles pour Moscou. Les généraux allemands sous-estiment la force de frappe de l'armée rouge qu'ils pensent pouvoir anéantir en l'espace de quelques semaines. Staline ne met pas en doute la parole d'Hitler. Il se méfie bien plus de son agent à Tokyo. C'est précisément parce que Zorg avait transmis à Moscou des informations aussi sensibles et cruciales que Staline le soupçonnait d'être un agent double. Vu le personnage, j'ai du mal à imaginer qu'il ait pu être un agent double. Quand il était sous, il se montrait très hostile à l'égard d'Hitler et des nazis. J'ai du mal à croire à cette histoire. Mais après tout, je n'en sais rien. À Berlin aussi, on commence à émettre des doutes sur la loyauté du journaliste de Tokyo. Son passé communiste refait surface, ce qui soulève des questions inquiétantes. Zorg est-il un espion? Un agent double, voire triple? Le colonel Meisinger est envoyé à Tokyo en tant qu'officier de liaison pour tenter d'en savoir plus. Zorg sent-il la menace? Toujours est-il qu'il propose au nouvel arrivant, qui ne connaît pas Tokyo, d'être son compagnon de boisson. Meisinger lui en est reconnaissant. Ébloui par son charisme et sa notoriété au sein de l'élite diplomatique allemande, il relâche sa surveillance. À l'ambassade, personne ne met en doute la fiabilité absolue de Zorg. Il y circule à sa guise et parvient à accéder aux informations les mieux protégées. Berlin informe Hoth que l'offensive allemande débutera dans la deuxième moitié du mois de juin. L'assaut sera donné sur toute la ligne de front. Moscou et Leningrad seront les cibles principales, signé Ramsay. Le 20 juin, Zorg envoie ce message alarmant à Moscou. La guerre est imminente. Une information n'est véritablement utile que si elle est traitée judicieusement. Or, à l'époque, les services soviétiques avaient de sérieuses lacunes. Les renseignements étaient envoyés directement à la hiérarchie sans être analysés au préalable. D'autres agents envoient à Staline des informations concordantes. Pourtant, ce dernier refuse de croire qu'Hitler va lancer une guerre sur un deuxième front et il ne tient pas compte de ces messages d'alerte. Staline avait reçu un télégramme des agents Harnack et Schulze-Boysen le 21 juin 1941. Il avait écrit dessus, au crayon vert, « Envoyez ces informateurs au diable, c'est de la désinformation britannique ». Il pensait que c'était une manœuvre de propagande des services secrets britanniques visant à déclencher une guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Ce jour-là, Staline a traité Zorg de connard. À l'aube du 22 juin 1941, l'Allemagne nazie attaque l'Union soviétique. 3 millions de soldats allemands donnent l'assaut en franchissant les frontières. L'opération Barbarossa est en marche. L'armée rouge est prise de court. Zorg a été profondément bouleversé par les événements du 22 juin. D'après les différentes sources, mémoires, récits de prison et souvenirs des agents Clausen et Miyagi, il était à bout. Il a passé la journée à boire. À l'amertume de ne pas être pris au sérieux par Moscou, s'ajoute la mégalomanie croissante de l'espion. Si quelqu'un peut anéantir Hitler, c'est moi, Richard Zorg. Tels sont les propos qu'il aurait tenus en état d'ivresse, comme le rapportera plus tard une de ses amies allemandes. Que serait-il advenu si Staline avait fait confiance à ses informateurs? Quoi qu'il en soit, l'Union soviétique court à présent un nouveau risque. Le Japon pourrait ouvrir un deuxième front en Extrême-Orient pour tirer parti des victoires allemandes sur le front de l'Ouest.
On demande à Zorg un rapport sur la position du gouvernement japonais vis-à-vis de la guerre engagée par l'Allemagne contre l'Union soviétique. Hoth tente de pousser le Japon à entrer en guerre contre l'URSS. Selon des sources militaires, c'est envisageable d'ici 1 à 2 mois. Après les événements du 22 juin, Zorg remonte dans l'estime de Staline. Ironie du sort, l'espion connaît à ce moment-là un sentiment d'échec, car il n'arrive pas à cerner les intentions du Japon. Une attaque contre la Sibérie n'est pas à exclure, mais on ne peut la prévoir avec certitude. La progression de la Wehrmacht en Russie menace sérieusement l'armée rouge. Celle-ci aurait besoin du renfort des troupes basées en Extrême-Orient. Mais cette manœuvre risquerait d'affaiblir la Sibérie et d'en faire une proie facile. C'est là que le maître espion va réaliser son plus grand coup. Lors d'une conférence à huis clos à laquelle assiste l'empereur nippon, Ozaki recueille une information cruciale que Zorg s'empresse de transmettre à Moscou. Le Japon n'attaquera pas l'Union soviétique sur le front de l'Est. Immédiatement, Staline mobilise 34 divisions qu'il avait maintenues en Extrême-Orient. Elles ont l'ordre de se déployer sur le front de l'Ouest afin de stopper la Wehrmacht qui avance vers Moscou. Zorg considère à présent que sa mission au Japon est terminée. Il veut quitter le pays. Mais pour aller où? Zorg a songé à retourner à Moscou. Mais il est intelligent et il doit bien se douter que la ville n'était pas sûre et qu'il risquait d'y être arrêté et exécuté. En restant au Japon, il courait également le risque d'être capturé. Il aurait pu choisir de retourner en Allemagne nazie, mais là-bas aussi planait la menace d'être arrêté par la Gestapo. Autre option possible, s'exiler aux États-Unis. Mais compte tenu de son passé communiste, il aurait été obligé de renier sa vie tout entière. Ozaki transmet à Zorg d'autres détails sur les discussions à huis clos entre le Japon et les États-Unis. À ce moment, les deux hommes ne savent pas encore que leur réseau commence à se désagréger et qu'eux-mêmes se trouvent déjà dans le collimateur des services secrets japonais. Les services de renseignement n'avaient absolument pas prévu de plan d'action au cas où Zorg se ferait arrêter. Cela explique aussi la rapidité avec laquelle les Japonais ont démasqué et arrêté l'ensemble du réseau en 1941. Ozaki estime que les pourparlers entre le Japon et les États-Unis sont voués à l'échec, car l'Empire ne veut pas renoncer à sa politique expansionniste. Zorg rédige une dépêche pour prévenir Moscou de l'imminence d'un conflit entre le Japon et les États-Unis. Mais le message n'arrivera jamais au Kremlin. Selon toute vraisemblance, c'est un agent de seconde zone, un communiste japonais revenu des États-Unis, qui révèle le nom de Miyagi Yotoku pour sauver sa peau, et fait ensuite tomber l'ensemble du réseau. Ozaki Otsumi est arrêté le 15 octobre 1941. Ozaki Otsumi, spy yogi de taiho suru. Le 17 octobre, Clausen, Vukelic et Zorg se rencontrent, mais n'arrivent pas à joindre Ozaki. Depuis quelque temps, Zorg a un mauvais pressentiment. Il se sent abandonné par Moscou. Conscient que lui et ses agents jouent avec le feu, il sait qu'ils finiront tôt ou tard par être démasqués. Ce soir-là, on ignore à quel moment il regagne son domicile. Le lendemain matin à l'aube, le juge d'instruction Yoshikawa procède à son arrestation. Dr. Zorg, taiho da. Peu avant son arrestation, il estimait avoir achevé sa mission à Tokyo.
Il avait transmis 2 informations capitales, le lancement de l'opération Barbarossa et la non-intervention japonaise. Et il avait demandé à être relevé de ses fonctions, car il avait besoin de décrocher après des décennies de services très éprouvantes. Sa demande ne parviendra pas à destination. Il est placé en détention préventive à la prison de Sugamo. D'après l'ambassadeur Ott, cette arrestation s'inscrit dans l'atmosphère d'espionnité aiguë qui règne alors au Japon. Membres de l'ambassade et autorités publiques s'accordent à reconnaître qu'il est aberrant de soupçonner Zorg. Comme le souligne Eugen Ott, tout porte à croire qu'il s'agit d'un acte de vengeance politique ou d'un complot. Au moment de l'arrestation de Zorg et Ozaki, le gouvernement allemand, plus précisément l'ambassade d'Allemagne au Japon, s'est insurgé contre le fait qu'un national-socialiste aussi digne de confiance que Zorg puisse être arrêté. Le Japon ne peut se permettre d'offenser son allié de l'Axe, surtout au moment où le conflit avec les États-Unis semble inévitable. En dépit de ses efforts, le ministère des Affaires étrangères n'a pu apporter de preuves pour inculper Zorg et Clausen, signé Ott. Mais une semaine après son arrestation, Zorg passe aux aveux et reconnaît être un agent du Comintern. Meisinger et Ott avaient des doutes sur la culpabilité de Zorg. Jusqu'au bout, ils ont cru qu'il était leur ami. Le 5 décembre 1941, l'armée rouge lance une vaste contre-offensive pour reprendre le contrôle de Moscou. Le vent tourne. En prison, Zorg se demande sans doute ce qu'il serait advenu s'il avait pu finir son travail de renseignement sur le conflit américano-japonais. En réponse à l'embargo pétrolier imposé par les États-Unis, le Japon lance une attaque contre la flotte américaine à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. La prédiction de Zorg se réalise. Von Ribbentrop réclame l'extradition de Zorg. Les Japonais refusent. La guerre est à un tournant, et Zorg pourrait leur servir de monnaie d'échange pour négocier avec Moscou. Après 5 mois d'interrogatoire, l'officier de police Ohashi présente son rapport final au parquet. Zorg lui adresse quelques mots. Merci infiniment d'avoir dirigé l'enquête à mon sujet de manière aussi approfondie et attentionnée. Je n'oublierai jamais votre bienveillance dans les moments les plus difficiles de ma vie mouvementée. Le rapport d'Ohashi préconise la peine de mort. Richard Zorg est reconnu coupable et condamné à mort. Il pense que Staline va intervenir en sa faveur. S'il avait su ce qu'endurait à ce moment-là sa femme Katia, il ne se serait fait aucune illusion. Katia a été arrêtée par des hommes de main de Staline. Accusée d'espionnage au profit des services secrets allemands, elle est condamnée puis envoyée dans un camp sibérien où elle meurt peu de temps après. Son crime est d'avoir été l'épouse de Richard Zorg. Les Japonais se déclarent prêts à échanger Zorg contre des espions japonais arrêtés en URSS. Mais la réponse de Moscou tombe comme un coup près. Nous ne connaissons pas Zorg. Le traître est à son tour victime de trahison. Sa contribution est inestimable. Au cours de cette période si intense, aucun agent n'a livré autant d'informations que lui sur le Japon. Les renseignements qu'il a transmis ont permis de dévoiler la situation et les difficultés du Japon de A à Z. Il a fait un travail essentiel et a été le collaborateur le plus précieux qui soit. À partir du moment où il n'a plus été en mesure de poursuivre cette activité, on a considéré qu'il valait mieux le mettre au rebut. De plus, on savait qu'il s'était confié ouvertement aux enquêteurs. C'est pourquoi le gouvernement soviétique n'a fait aucun effort pour le sauver. Ozaki Otsumi est lui aussi condamné à mort et exécuté.
Max Clausen est condamné à la prison à perpétuité. Il sera libéré en 1945. Branko Vukelić écope lui aussi de la prison à perpétuité et mourra en détention en 1944. Miyagi Yotoku meurt en 1943 au cours du procès. Dans ses notes, Zorge a précisé clairement qu'il était hostile aussi bien à Staline qu'à Hitler. En tant que communiste, il partait du principe que les idéaux du socialisme et du communisme finiraient par se réaliser, indépendamment de Staline. Après avoir consigné ses mémoires, je pense qu'il était prêt à mourir. Quel aurait été le sort de la guerre sans les mises en garde du réseau de Tokyo? À ce jour, on ignore encore si Zorg n'a pas joué un double jeu dans l'espoir d'accéder à des informations encore plus importantes de sources nazies. Après avoir survécu à l'enfer des tranchées, Richard Zorg, qui n'avait aucune intention de travailler comme espion, est devenu malgré lui le James Bond de Staline. L'une des pires erreurs de Staline est d'avoir négligé les informations de Zorge au sujet de l'invasion allemande et de ne pas s'être préparé en conséquence. C'est pourquoi Zorge représentait un danger pour lui, car il risquait de révéler cette erreur un jour. Pour Staline, il aurait été très périlleux de faire revenir Zorge à Moscou. Il valait bien mieux pour lui que les Japonais le gardent en prison et l'exécutent. C'est pour cela qu'il a refusé de l'échanger contre des espions japonais. Le jour de l'exécution de Zorge, le 7 novembre 1944, Staline a sans doute été le premier à se frotter les mains. Renié de tous, Zorg est conduit à l'échafaud après 3 ans de détention. Es lebe der internationale Kommunismus. Banzai. Ses dernières paroles montrent qu'il a su rester fidèle à ses convictions jusqu'à son dernier souffle. Le 5 novembre 1964, Richard Zorg reçoit la distinction de héros de l'Union soviétique.